Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 6 mars à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion de travail consacrée à l'évaluation du bilan des opérations d'exportation des produits algériens et des mesures y afférentes. Agriculture à Oumouari, où l'on s'attend une bonne saison grâce à la pluviométrie enregistrée cette année. Les agriculteurs de la région se sont tournés en grande partie vers les cultures stratégiques. Reportage dans ce journal. En France, acharnement politique et médiatique contre l'Algérie, l'extrême droite française et ses relais font preuve d'une véritable obsession en détournant l'opinion publique des véritables problèmes du pays. Les détails tout à l'heure. Le Marzen multiplie les scandales de corruption et la répression des droits des Marocains qui vivent une situation sociale précaire. Il poursuit également sa politique du blackout médiatique sur les territoires sahraouis. Nous irons à Béchal dans cette édition où la préparation du pain traditionnel est un véritable rituel, un moment de convivialité et de partage autour d'un four spécial utilisé depuis des générations. Reportage à la fin de ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais un titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion de travail consacrée à l'évaluation du bilan des opérations d'exportation des produits algériens et des mesures y afférentes. La réunion s'est tenue en présence du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, du ministre des Finances, le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations ainsi que le directeur général des douanes. Les ports commerciaux passent désormais au système de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ce pour assurer un service continu des activités commerciales. L'exemple à Béjaïa où on a mis les bouchées doubles en déployant tous les moyens matériels et humains, notamment au niveau des zones de traitement et de transit des marchandises. Le nouveau régime de travail concerne les 6 ports du pays, selon l'instruction du président de la République, Mariam Dami. Le port de Béjaïa passe à la vitesse supérieure. Désormais, les services fonctionnent en continu pour répondre aux exigences de la nouvelle dynamique économique, conformément aux instructions du président de la République. Les efforts s'intensifient à travers les différents terminaux à conteneurs et zones de transit. Conformément aux instructions émises par les hautes autorités visant à garantir le fonctionnement des ports du pays 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'entreprise portuaire de Béjaïa a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour mettre en œuvre cette directive. Il est minuit et l'activité bat son plein en port avec le déchargement des conteneurs et la poursuite des opérations en coordination avec les différents services. Cette nouvelle dynamique reflète l'engagement des différentes parties prenantes à l'application de cette directive sur le terrain. Le travail se poursuit sans interruption au niveau de tous nos services, notamment l'inspection principale des opérations commerciales et les équipes opérationnelles pour assurer un service continu au port. Tous les vétérinaires et inspecteurs vétérinaires ont été mobilisés au niveau du port pour faciliter les procédures administratives et accélérer l'octroi des autorisations nécessaires. Cette mesure permettra de réduire considérablement les délais de séjour des navires. Cette mesure bénéficie aux opérateurs économiques et permet de réduire le délai de traitement des conteneurs qui passe de 20 jours à 4 jours seulement. Nous avons mis en place un système informatique de pointe utilisant des tablettes électroniques afin de fluidifier et d'optimiser l'activité au sein du terminal méditerranéen de Béjaïa. Assurer la continuité du service portuaire contribuera à améliorer la performance de ces infrastructures stratégiques. Toutes les mesures nécessaires ont été prises et les moyens humains et matériels mobilisés pour assurer un fonctionnement en continu. Cet engagement vise à garantir un service ininterrompu au port de Béjaïa, à optimiser son efficacité et à renforcer ses capacités opérationnelles. Ce nouveau système de travail apportera plus d'efficacité, de fluidité et une meilleure réactivité au niveau des infrastructures portuaires et par ricochet au transport maritime et au commerce extérieur, en phase avec la dynamique économique que connaît actuellement le pays.
Agriculture, l'on s'attend à une bonne saison à Moudbouari. La pluviométrie enregistrée cette année ravit les agriculteurs de la région qui se sont tournés en grande partie vers les cultures stratégiques, céréales, colza et élevage bovin entre autres. Rina Lerari en a rencontré quelques-uns dans ce reportage. Avec ses vastes plaines, fertiles à perte de vue, la wilaya d'Oum El Bouagui offre un cadre idéal pour l'agriculture, en particulier la céréaliculture. Grâce à des conditions climatiques favorables et des efforts constants des agriculteurs, la wilaya ambitionne d'augmenter ses rendements agricoles. La campagne La Boursema a été une réussite. Je cultive du blé tendre, du blé dur et de l'orge sur une superficie de 30 hectares. Nous avons bénéficié de facilités accordées par l'État ainsi que d'une bonne pluviométrie. Nous attendons donc un bon rendement cette année. La wilaya d'Oum El Bouagui connaît un développement important de la céréaliculture. Chaque année, près de 200 000 hectares sont dédiés à la culture de diverses céréales, notamment le blé et l'orge, ainsi qu'à l'élevage du bétail aux légumineuses fourragères. Cette année, 183 000 hectares ont été cultivés. Face au volume de production en hausse, les autorités ont lancé la construction de 9 dépôts de proximité dans la wilaya. Une initiative bien accueillie par les agriculteurs qui leur permettra de mieux gérer et stocker leurs récoltes. Je récolte en moyenne jusqu'à 2000 quintaux de céréales. Autrefois, il était nécessaire de veiller toute la nuit pour surveiller nos récoltes du vol. Mais à présent, grâce à des centres de dépôt, nous pouvons stocker notre production en toute sécurité. Auparavant, nous devions nous rendre jusqu'aux communes de Ferjoudj et Lahsar pour stocker notre récolte. Grâce à ces centres de dépôt, le stockage se fera sur place. Les agriculteurs de la wilaya d'Oum El Bouagui ont longtemps souffert du manque de structures de stockage. Pour remédier à cette situation, 9 dépôts de proximité destinés au stockage des céréales sont en cours de construction dans plusieurs communes de la wilaya. Ces infrastructures, d'une capacité de 5000 tonnes chacune, seront réceptionnées avant le début de la prochaine campagne moisson-battage. Au-delà des cultures céréalières, la wilaya connaît également une réelle dynamique dans l'élevage ovin. De plus en plus d'éleveurs se lancent dans cette filière, profitant des vastes pâturages qu'offre la région. Nous sommes spécialisés dans la culture des légumineuses, principalement du colza et des lentilles. Et récemment, nous nous sommes lancés dans l'élevage ovin. Notre cheptel compte 1000 têtes et nous avons signé un accord avec Alviar, l'Algérienne des viandes rouges, pour leur fournir notre viande. Avec ses terres fertiles et son agriculture en plein essor, la wilaya d'Oum El Bouagui se positionne sur une trajectoire prometteuse, affirmant son potentiel en tant que pôle agricole stratégique dans l'est de l'Algérie. La question du stockage, notamment des céréales, est primordiale. À Mostaganem, 5 silos de stockage ont été réalisés. 4 d'entre eux sont déjà en service. Ces projets colossaux font partie d'un plan national répondant aux besoins locaux. La région produit annuellement plus de 270 000 quintaux de blé. Mariam Damis. La mise en place de silos et de centres de stockage de proximité pour les céréales à travers le territoire national commence à donner ses fruits, notamment avec l'entrée en service de 4 infrastructures à Mostaganem. Nous avons un délai de 10 à 15 jours pour pouvoir transférer notre récolte de l'exploitation vers les centres de stockage. Avant, ça nous prenait 20 jours pour seulement déposer notre blé. C'était laborieux. Mais aujourd'hui, nous sommes soulagés. Tous les centres ont une capacité de stockage de 5000 tonnes pouvant être augmentée. Plus de 2800 agriculteurs pourront déposer leur récolte dans 4 centres de stockage. Ces installations de stockage ont été conçues selon des normes respectant les conditions de conservation sanitaire des céréales et des légumineuses.
Nous avons consacré une enveloppe de 126 milliards de centimes. Il s'agit d'un investissement public d'envergure qui traduit les efforts de l'État. Nous espérons que les agriculteurs valoriseront cet investissement en augmentant leur production. L'engagement de l'État dans la construction de ces centres vise à renforcer les capacités de stockage, une stratégie essentielle pour garantir la sécurité alimentaire du pays. Dans l'actualité également, cet acharnement politique et médiatique contre l'Algérie, l'extrême droite française et ses relais font preuve d'une véritable obsession, à tel point que l'on pourrait imaginer que la France n'a pas de véritable problème. Or, la réalité est à l'opposé. Ismaël Sultan, Rina Lorari. L'Algérie ne se résume plus à un simple enjeu diplomatique ou historique pour l'extrême droite française. Elle est devenue un prisme à travers lequel se rejoue sans cesse un discours teinté d'hostilité et de surenchère politique. Des déclarations officielles aux débats parlementaires, des plateaux télévisés au banc du Sénat français, la fièvre algérienne s'empare régulièrement du paysage politique français, alimentant les polémiques et les postures électoralistes. Dernier épisode en date. Le Sénat français a relancé le débat sur l'accord franco-algérien de 1968, un texte régulièrement brandi dès qu'il est question de l'Algérie. Certains sénateurs ont tenté d'apporter une approche plus mesurée, mais leurs voix sont restées marginales face à une classe politique qui peine à se détacher de son passé colonial. Obsession de l'extrême droite et désormais du gouvernement, l'accord de 68 cristallise toutes les tensions. Cet accord a pourtant été révisé à 3 reprises. À chaque fois, Alger a répondu favorablement, permettant une collaboration constructive. Ne laissez pas le ministre de l'Intérieur faire des Algériens et de la relation franco-algérienne la victime de ses obsessions migratoires. Plutôt que de gérer les crises, Bruno Retailleau semble en être l'architecte, endossant tour à tour le rôle de ministre des Affaires étrangères et ministre de la Justice. Présent sur tous les plateaux, le ministre français de l'Intérieur multiplie les déclarations incendiaires, attisant la haine et les divisions, pendant que les dossiers s'empilent sur son bureau. Nouvel épisode déplorable de cette montée en tension et inacceptable pour nous, avec une instrumentalisation d'enjeux diplomatiques importants pour la France au profit de la course à l'extrême droitisation de Retailleau. Les politiciens de l'extrême droite continuent d'agiter leurs slogans de haine, sans se douter qu'ils ne font que fragiliser le pays, fracturer la société et précipiter le déclin économique, laissant une France divisée et vulnérable. Maroc, les scandales de corruption se multiplient au moment où le Marzen fait fi des droits des Marocains et utilise la répression et la terreur sur la population. Le régime passe sous silence les préoccupations de son peuple confronté à une situation sociale alarmante. Aya Dahou, Majda Dahou. Dans un pays où la dignité humaine est piétinée, le régime du Marzen redouble d'ingéniosité, pas pour être au chevet de son peuple, mais plutôt pour imposer sa loi répressive sur lui. En effet, il étend son emprise à travers un réseau d'informateurs infiltrés partout, dans les administrations, les commerces et les marchés. Toute voix discordante devient une cible, traquée et réduite au silence avant même d'avoir eu le temps de s'élever. J'ai été menacé de mort à plusieurs reprises et j'en ai des preuves sur mon téléphone. Ils veulent se débarrasser de moi. La Coupe du Monde et le tourisme au Maroc, ce ne sont que des illusions, de la poudre aux yeux, rien d'autre. Nos ancêtres sont morts pour la justice. Si nous continuons à nous taire, soyez sûrs que nous allons vivre dans un blocus pire que celui-ci. Les experts marocains estiment que le coût de la corruption dépasse les 5 milliards de dollars par an. Pourtant, la justice du pays reste passive face aux prédateurs de l'argent public. Les rares procès engagés dans ces affaires ne sont souvent que des mises en scène sans véritable conséquence. Pendant ce temps, ce sont les Marocains qui subissent de plein fouet la flambée des prix. La vie est tellement chère, la viande est devenue un produit de luxe, on ne peut l'acheter. Nous voulons qu'il soit mis fin à cette oppression. Malgré la colère persistante dans les rues marocaines, le Marzen continue de faire la sourde oreille en marginalisant et en réprimant son peuple abandonné à son sort.
Les autorités marocaines ont expulsé arbitrairement un responsable syndical espagnol venu observer la situation dans les territoires sahraouis occupés. Un nouvel épisode qui illustre la politique du blackout menée par l'occupant marocain au Sahara occidental, cachant les violations des droits des Sahraouis. Hafid Abdessadour, Amira Safta. Les violations de l'occupation marocaine au Sahara occidental se multiplient. Quelques jours seulement après le scandale de l'interdiction d'entrée de plusieurs députés européens à l'Aïoun occupé, les autorités marocaines ont procédé à l'expulsion arbitraire d'un responsable syndical espagnol de la ville de Dakhla occupée. Ce syndicaliste espagnol était en mission pour observer la situation sur le terrain et rencontrer des militants sahraouis. Cependant, il a été contraint de quitter la région dans des conditions qu'il a lui-même qualifiées d'inacceptables. Face à cette expulsion, la Confédération générale des travailleurs d'Espagne a vivement condamné cet acte et a appelé le gouvernement espagnol à adopter une position ferme contre les violations perpétrées par l'occupant marocain dans les territoires sahraouis occupés. De son côté, l'Union générale des travailleurs sahraouis a également dénoncé avec force cette expulsion, appelant à l'ouverture des villes occupées aux délégations syndicales et aux organisations de défense des droits humains. Elle a dénoncé la politique de censure imposée par l'occupation marocaine pour dissimuler ses crimes contre le peuple sahraoui. Ces événements illustrent une fois de plus l'impunité dont bénéficie l'occupant marocain au Sahara occidental. Poursuivant une politique de répression systématique, de restriction des libertés des Sahraouis et d'opacité médiatique, l'occupation marocaine cherche à masquer la réalité de la répression, du pillage des ressources et des violations des droits du peuple sahraoui. Retour dans le pays et justice, ce communiqué suite à la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux après les incidents ayant émaillé le match de football opposant le MB Reset et l'US Al-Harrach, dans lesquels apparaissent plusieurs individus proférant des paroles discriminatoires et relevant du discours de la haine. Le parquet près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication a ouvert une enquête préliminaire. Celle-ci a permis l'identification des détenteurs des comptes et conduit à l'arrestation de 6 suspects avec la saisie du matériel électronique utilisé. Les suspects ont été présentés hier devant le procureur de la République près le pôle pénal national pour délits de discrimination et de discours de haine, ainsi que diffusion au public de vidéos susceptibles de porter atteinte à l'intérêt national. Direction Béchar à présent, où la préparation du pain traditionnel est un véritable rituel. Les femmes d'un seul quartier se réunissent pour un moment de convivialité et de partage autour d'un four spécial utilisé depuis des générations. Une association locale s'attelle à faire vivre ce patrimoine. Reportage de Rachida Ayed, Jawida Baba Ahmed. Avec une croûte croustillante et une mie moelleuse, imprégnée du goût fumé, du bois, le pain artisanal cuit au four en terre est l'idole de la table ramadanesque à Béchar. Les femmes bécharies reviennent aux traditions durant tout le mois sacré en ce qui concerne la préparation du pain. Ce four est indispensable pour nous. Nous l'avons hérité de nos arrière-arrière-grand-mères et nous le transmettrons à nos filles et petites-filles. Cuire du pain dedans est primordial pendant le ramadan. Le fameux four en terre, souvent appelé koucha, est construit à la main avec de l'argile et de la paille. Il atteint des températures très élevées, permettant ainsi une cuisson homogène et rapide du pain. On l'appelle le farine. Ce four traditionnel construit en terre et en paille pour que ça tienne longtemps. Ça résiste contre toute intempérie. ما كانش زعما حاجه فيها يعني مواد ضاره ولا بالحطب وبالجريد. En plus, c'est 100% bio. On utilise le bois et les feuilles de palmier. يحميوها والنساء يعني كان غير كوشه وحده تكون عند الجوارين زعما جاره عندها كوشه. Celle qui possède un four, comme ça, c'est toutes les voisines qui viennent chez elles pour cuire leur pain. À chacune son tour.
Chaque femme ramène avec elle sa part de bois. ويعني كل وحده تجيب لابار نتاعها نتاع الحطب كيطيبوا الخبزه الاولى دائما الا كان افطار الا كان يوم تاع زعما قبل رمضان يجتمعوا دوك النسوه ويديروا صينيه ثلاثه وكل وحده تعطي خبزه من عندها وياكلوا. بصح في شهر رمضان يقسموها على البزوز خبزه ولا زوج يديروها صدقه. Un savoir-faire ancestral que préservent les femmes à Béchar est bien plus qu'un simple mode de cuisson. C'est un véritable mode de vie qui reflète la convivialité durant ce mois de solidarité, de partage et de miséricorde. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.